Amis comexiennes, amis comexiens, bienvenue dans ce petit épisode bonus du Comex. Je suis accompagné aujourd'hui de François Bessène qui avait pour volonté première de compléter ce qui avait été dit un petit peu dans notre épisode de la semaine dernière. Épisode, je dois le rappeler, qui s'appelle « Doit-on chérir la défaite ?» François, justement, tu voulais commencer pour compléter cet épisode en donnant peut-être une définition, ce qu'on n'a peut-être pas forcément fait dans cette première partie d'émission. Mais tout à fait, Valentin. En fait, pour moi, c'est important de définir ce qu'est la défaite. Évidemment, la défaite en sport, traditionnellement, c'est j'ai gagné ou j'ai perdu le match. Bon, je vais éliminer le match nul. C'est très facile à définir en soi. Cependant, pour moi, la performance, elle s'évalue sur un temps qui est beaucoup plus long, donc une saison. Évidemment que vous allez perdre un match. Alors peut-être que le PSG cette année va réussir à gagner tous ses matchs. On dira c'est une saison, bravo, elle est réussie. Mais en fait, pour moi, il faut regarder le sens de défaite et au sens de l'échec tel qu'il a été en fait raconté dans le podcast avec par exemple Tim qui parlait de la défaite de Saint-Etienne, parce qu'en fait in fine c'est pas la défaite que d'un match, c'était le fait de perdre toute une compétition. Il faut définir cela parce que par exemple Brest a perdu contre le Shakhtar récemment en Ligue des Champions. Mais en fait, si on prend un peu de hauteur, objectivement leur parcours est déjà une victoire, même s'ils devaient perdre en barrage et être éliminé, la perspective long terme m'amène à dire que c'est un succès. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder en sport, il y a la défaite de l'instant T et la perspective long terme de est-ce que les objectifs ont été atteints ou pas. Et en fait, pour moi, la défaite se définit par rapport à l'objectif qu'on aura fixé en début de saison. Et la défaite comme petite mort définie par Thibaut, je ne pense pas qu'elle prend son sens à ce moment-là précis. Très bien, et justement, toi, tu voulais un peu associer cette notion de défaite à ton quotidien, donc au monde de l'entreprise. En effet, alors, il faut voir qu'est-ce qu'une défaite en entreprise. Si une défaite, c'est avoir un avis négatif, je vais donner un exemple. Dans ce qui a été mentionné dans l'épisode sur la défaite, en fait, Thibaut a cité LinkedIn. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en effet, les startups, on leur recommande de sortir leurs produits le plus tôt possible. Évidemment, il va y avoir des bugs, des clients qui ne seront pas satisfaits, qui arrêteront l'utilisation du produit, en fait, à peine après avoir commencé. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des logiques, on parle de test and learn. On dit aux gens de sortir le plus vite possible le produit pour comprendre comment réagit le marché. Parce qu'en fait, il ne faut pas attendre que le produit soit perçu par les créateurs comme parfait, parce qu'en fait, potentiellement, il ne trouvera pas son public. Beaucoup de boîtes doivent changer le business model, doivent changer ce qu'ils pensaient de tel produit. Moi, je mets ma main à couper que quand Amazon a été lancé, ils ne pensaient pas que ce serait l'Amazon d'aujourd'hui. Au quotidien, les boîtes évoluent, changent par rapport aux attentes de leurs clients. Amazon, quand ça s'est lancé, on n'avait pas les smartphones. Donc potentiellement, on peut imaginer que Jeff Bezos puis ses équipes ne s'imaginaient pas devoir développer sur des applications mobiles, etc., etc. Donc au quotidien, des petites défaites sont nécessaires en fait. Elles sont même, et le mot est nécessaire, parce que ça te permet de comprendre ce que l'autre attend. C'est pour ça que quand Thibaut explique qu'il n'y a plus de défaites sur LinkedIn, alors c'est vrai que LinkedIn, c'est vraiment le réseau social où les gens vont t'expliquer que ce sont les meilleurs, ça a perdu sa vocation première. Mais il est vrai que dans l'entrepreneuriat, on recommande évidemment aux gens de se lancer le plus vite possible. Là, je parlais de l'entreprise, mais je vais donner l'exemple des fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, son but, c'est de diversifier son risque. Il va acheter, je te donne un exemple, 10 entreprises. Mais sur 10 entreprises, les 10 ne vont pas lui apporter la rentabilité qui est espérée. En fait, le but, c'est que la moyenne réponde à l'attente de ceux qui ont prêté de l'argent au fonds. Et on dit souvent que tu as 1 à 2 grandes boîtes stars, et alors elles vont vraiment t'apporter le gros du bénéfice. Potentiellement, la valorisation va faire x2, x3, qui sait, avec des dividendes chaque année très positifs. Tu vas avoir 3, 4 boîtes qui sont bien, mais dans la moyenne, voire peut-être un peu moins, mais elles sont des boîtes moyennes. Et tu en as, malheureusement, en fait, tu as fait des paris. Parce que comme tu attends des grandes rentabilités, parfois tu tentes des paris, et ça ne marche pas. Donc la boîte star, ou les 2 boîtes stars, doivent te compenser les 4 boîtes pour lesquelles tu vas parler de défaite. Et on espère que John Textor écoute ce podcast. Autre notion qu'on n'a pas forcément abordée dans l'épisode de la semaine dernière, c'est la notion de feedback, comme disent nos amis anglais. Je te laisse décrypter ce que tu voulais dire exactement.
Voilà, le feedback, c'est quelque chose de très important, c'est complexe. Ce sont des modules RH très importants, des entreprises qui sont spécialisées là-dessus. Je pense par exemple à Fasterclass, qui est une start-up française, supporter de Lyon d'ailleurs, le président. Donc c'est parfait pour cet C'est épisode pas avec toi. forcément bon signe, hein, je te rappelle. Hein. En tout cas, lui, il est très. En tout cas, lui, c'est quelqu'un qui est tourné vers la victoire. Ouais. Mais en gros, qu'est-ce qu'ils font quand ils parlent aux entreprises? Ils essayent de les aider à ce que les managers s'améliorent dans les feedbacks qu'ils vont donner à leurs employés. Et dans un club de foot, par exemple, c'est quel est le discours du coach juste après une défaite, le lendemain, le surlendemain. En entreprise, il faut voir qu'il y a les évaluations, mi-année, fin d'année. Moi, je suis consultant en stratégie. Traditionnellement, dans les cabinets de conseil, tu as une évaluation, mais qui est sur le même modèle que ton carnet de notes à l'école, hein, après chaque mission. Sur telle compétence, est-ce que tu as été below expectations? Est-ce que tu as été au-dessus de ce qu'on attendait? Est-ce que tu as été dans la norme? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Point par point. Pourquoi c'est complexe le feedback? Déjà parce qu'en données, c'est pas évident. Parce que lorsque tu dois critiquer, c'est important de dire il faut être constructif. Tout le monde ne sait pas l'être. Et il faut donc que le manager soit en capacité de redescendre intelligemment des pistes d'amélioration. Il faut être objectif. On n'est pas dans une entreprise pour être ami. Il y a un résultat à apporter dans l'entreprise et il faut bien voir que quand l'objectif n'est pas atteint, il faut essayer de comprendre pourquoi. Donc, il faut que le manager réussisse à descendre son feedback. De même qu'il faut que l'emploi, enfin le N-1 de l'équipe soit ouvert à écouter ce feedback quand il est constructif. Et je fais attention de bien dire quand il est constructif. Dire c'est raté, t'as tout merdé, ça ne sert à rien. Mais vraiment, ça ne sert à rien. Par contre, il arrive que des gens, ça a pu m'arriver moi d'ailleurs aussi dans ma carrière, il y a des moments où on n'est pas ouvert à écouter les reproches. Et pourtant, ils sont constructifs. Et Oui, une ça, parallèle avec le football, du coup. c'est exactement ça. Dans le football, il y a des joueurs, moi j'ai cru comprendre en lisant la presse, Cherki par exemple, parfois a eu du mal à comprendre les reproches de ses entraîneurs sur son repositionnement, sur l'implication. Je ne suis pas sûr que Rashford à Manchester, il comprenne le message qu'essaye de lui envoyer Amorim. Quand hier, il déclare qu'il préfère mettre l'entraîneur des gardiens qu'à 61 ans. Parce qu'il dit, Rashford ne s'entraîne pas. Est-ce que ce feedback, il est capable de l'entendre? Et d'ailleurs, il y a un vrai sujet, le reproche en entreprise. On recommande souvent aux managers de le faire en one-to-one. C'est important d'éviter de mettre dans la lumière les défaillances de telle ou telle personne. Ce qu'a fait Amorim hier, entre guillemets, j'ai envie de te dire, c'est censé être hors de tout ce qui est recommandé. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est peut-être qu'il l'a déjà fait en privé et qu'il ne veut pas écouter. Là, pour le coup, ça fait peut-être partie de la spécificité du sport dont on parle tout le temps, c'est qu'aujourd'hui, dans le football, le rapport de force, il est inversé par rapport au monde de l'entreprise classique. C'est les joueurs qui ont le pouvoir, en quelque sorte, c'est les joueurs qui captent une partie de la masse salariale, et c'est peut-être là-dessus que aujourd'hui, c'est compliqué pour un joueur d'avoir des feedbacks aussi. De les écouter. Parce qu'il gagne, Ouais. il va gagner 10, 20, 30 fois plus que l'entraîneur. Donc, ça arrive t'es qui toi? On peut penser à l'équipe du PSG qui avait complètement lâché Philippe Bergerot. En mode, bon, bah, toi, c'est fini, on va se faire humilier à Sedan. C'était hier, ça. Hein. Ouais, c'était hier. C'était c'était quoi, 2001, si je dis pas de bêtises, le retour de Luis, ouais, c'est ça. C'est à peu près en 2001, ce match, où Sedan gagne 5-1. Et c'était pas encore à Dugoguez. C'est dans l'ancien stade. Mais en fait, pourquoi je dis ça? Si tu regardes les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions dernièrement, elles ont toutes pratiquement un coach emblématique. Donc, je suis d'accord avec toi qu'en fait, aujourd'hui, le rapport de force s'est inversé. Il n'empêche que les très bonnes équipes sont toujours gérées par un très bon manager. Parce que tu as 11 chefs d'entreprise sur la pelouse, plus tu as 5 autres chefs d'entreprise sur le banc. Ils gagnent tous plus que ce qu'on gagnera sans doute dans toute notre vie. Donc, comment tu veux les motiver demain pour aller se mettre un short quand il pleut, se battre pour le copain quand il rate une passe, sachant qu'en plus, on est dans un monde où la valorisation du joueur passe beaucoup par les réseaux sociaux, l'image. Personne n'a envie d'être sur le banc. Il n'empêche que quand tu as un coach emblématique, Guardiola, Ancelotti, Mourinho par le passé, on pourrait en citer tellement d'autres, Thomas Tuchel, qui pour moi était sans doute le meilleur coach du PSG dernièrement, les joueurs, ils sont capables d'écouter. Mais peut-être que le sujet, c'est est-ce qu'il arrive
à faire passer son message, le fameux feedback. Et est-ce que la personne en face a envie de l'écouter? Est-ce qu'il juge son coach crédible pour lui remonter ce feedback? Ça joue aussi la crédibilité en entreprise. Écoute, j'allais te faire un feedback positif jusqu'à ce que tu parles du stade du Goguet de Sedan que personne ne connaît et qui n'intéresse personne. Donc voilà, tu repasseras pour ton augmentation, François. Mais bon, l'argumentaire était quand même pas mal. Et bon, pour finir sur une note un petit peu plus légère, justement, au-delà de cette vanne un peu pourrie, tu voulais quand même relativiser un peu sur la notion d'échec et de défaite dans le sport. Totalement. Faut bien voir que dans le football, la défaite est permise. D'ailleurs, elle est intrinsèque du sport. Tu vas perdre, alors pas forcément dans les sports collectifs, mais principalement dans le sport individuel, tu vas perdre plus que tu vas gagner. Donc, en fait, j'ai envie de rappeler que même d'ailleurs dans le monde professionnel, il y a très peu de métiers où la défaite n'est pas autorisée. En fait, vous allez rater une présentation, ok, c'est chiant, mais personne ne va perdre la vie. Et en fait, à part, et je vais citer quelques professions très particulières, les médecins, surtout quand ils opèrent, à part le juge, parce que quand le juge envoie quelqu'un en prison 10 ans, 20 ans, s'il s'est trompé, je pense qu'il vit très très mal avec ça. Le policier, une bavure policière, c'est dramatique. Et d'ailleurs, ces gens-là, en théorie, je mets des guillemets partout, mais perdent leur emploi. Alors que vous ratez une passe, vous perdez un match, Marseille qui perd hier à Nice, personne ne va perdre son emploi. Hein. Le seul cas de figure dans lequel la défaite est terrible dans le sport, d'ailleurs, c'est pas pour les joueurs, c'est souvent pour l'écosystème. À Bordeaux, les défaites à répétition de Bordeaux qui les ont emmenés en Ligue 2, je parle même pas ensuite jusqu'en en N1, en N2, c'est qu'en fait, on réduit la voilure. Donc, ça a coûté des postes. À Lyon, ce qui se passe actuellement, il y a un plan de sauvegarde de l'emploi. Il y a des gens qui perdent leur emploi. Donc là, en effet, la défaite est très dure à encaisser. Mais c'est rarement pour le joueur. Donc, c'est là le rapport de force dont tu parlais. Donc, bien sûr. Évidemment, la défaite, elle nous tue. C'est une petite mort parce qu'on a envie de gagner. Mais très objectivement, c'est la chose la plus importante des choses les moins importantes. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de juge, j'espère que le juge du procès Sarkozy prendra la bonne décision, puisque, on le sait, il est innocent. Les voies de la justice sont impénétrables. Exactement. Bon, merci François pour ce petit bonus. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces, à liker, à vous abonner et éventuellement à activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications à chaque fois que nous publions un nouvel épisode. Je vous invite aussi à repartager tout ça sur les réseaux sociaux. Et si vous en avez la possibilité, de nous soutenir via notre cagnotte Hello Asso. Merci à tous et très bonne semaine à vous. Ciao.